Le mariage remonte à 1707, lorsque l'Angleterre et l'Écosse s'étaient unies. Dans l'histoire du Royaume-Uni, on appelle ça le traité d'union. Et aujourd'hui, jamais le divorce n'a semblé aussi proche. Alors, en réaction au Brexit, le Parlement régional à Édimbourg vient de voter le principe d'un nouveau référendum. L'Écosse compte environ 10% de la population du Royaume-Uni et elle s'est majoritairement prononcée pour le maintien dans l'Union européenne, à l'inverse du reste du Royaume-Uni. Est-ce qu'elle va gagner son indépendance dans les années à venir? On en parle avec Aileen Smith. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables du SNP, le Scottish National Party, donc le Parti national écossais, qui est au pouvoir à Édimbourg aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Mediapart. Vous venez d'arriver de Strasbourg, du Parlement européen, puisque vous êtes eurodéputé. Je voudrais qu'on commence par quelques questions d'actualité pour essayer, et ensuite on va essayer de mieux comprendre ce drôle d'objet politique qu'est le Parti national écossais. Voilà. Le Brexit, les négociations viennent de commencer formellement. Il y a un sommet extraordinaire qui va se passer le 27 avril à Bruxelles, où Theresa May va venir un peu lancer les négociations. Vous, en tant qu'Écossais et en tant que Britannique, comment vous vous sentez en ce moment? Triste, honnêtement. C'est une tragédie. Mon cœur est un peu blessé. C'est une tragédie. Nous avons rejeté le concept de Brexit en Écosse. Nous avons voté dans toutes nos régions, 63% pour rester dans le cadre européen. Oui. Alors, ce n'est pas juste que nos droits européens, nos statuts européens, c'est volé par les conservateurs, c'est volé par Theresa May. Alors, quand vous dites ça, nous en France, on a un peu quand même du mal à comprendre à première vue, parce qu'après tout, il y a eu un référendum, c'était en juin 2016, et une majorité nette s'est prononcée pour le Brexit. Après tout, c'est le vœu d'une majorité des Britanniques, et Theresa May, la Première ministre à Londres, a finalement raison de plaider pour un Brexit clair et net, un hard Brexit, un Brexit dur, non? Ce n'est pas du tout un mandat pour un Brexit dur, c'est un mandat juste, 48% contre 52% pour quitter l'Union européenne. Mais c'est tout à fait possible de quitter l'Union européenne, mais rester dans le cadre européen, espace économique européen ou le Free Trade Agreement. Okay. Il y a beaucoup d'autres options. Et en Écosse, nous avons, comme j'ai dit, voté 62% pour rester dans l'Union européenne. Oui. Et après notre référendum sur l'indépendance écossais, il y a juste 3 ans, oui, nous étions promis, si tu veux rester européenne, on doit voter pour rester avec Grande-Bretagne. Alors, beaucoup de gens en Écosse ont voté non à l'indépendance pour rester européenne. Alors, toutes les promis maintenant, c'est cassé. Alors, on va reparler de la stratégie de votre première ministre, Nicola Sturgeon, à Édimbourg. Mais avant, je voudrais juste qu'on s'arrête un peu sur encore la politique à Londres. Il y a un acteur qui nous intéresse beaucoup à Paris et en France, qui est Jeremy Corbyn, le patron du Labour, le parti travailliste. Alors, il a une stratégie assez compliquée par rapport à ces histoires de Brexit. Comment vous le qualifiez? Est-ce que c'est un allié, un adversaire? Comment vous le jugez sur ces histoires européennes? C'est un grand dommage, le Parti travailliste, maintenant. Jeremy Corbyn, il est un bon mec. J'étais avec lui en Gaza il y a beaucoup d'années. Mais il n'est pas un vrai chef du Parti travailliste maintenant. Il y a beaucoup de factions, il y a beaucoup de guerres internes de le parti. Et sur la question de Brexit, elle était presque pas là. Pas d'opposition. Il a quand même insisté pour que le Parlement de Westminster à Londres ait son mot à dire sur les négociations, non? Oui, mais pas avec une grande force. Pas avec beaucoup d'activités. Le mandat pour le Brexit dur, ça n'existe pas du tout. Mais sans une opposition forte à Westminster, les conservateurs ont un open field, un boulevard. Voilà. Un boulevard en France. Ouais. D'accord. Je me demandais, parce que là vous dites, vous êtes très triste parce que c'est le Brexit, etc. Mais en même temps, il y a des gens qui disent mais finalement, vous êtes bien content qu'il y ait ce Brexit parce que ça va précipiter et accélérer l'agenda qui vous intéresse, qui est l'agenda de l'indépendance, non? Donc finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous?
Non, non, non. Le Brexit, il n'existe pas de bonnes nouvelles avec Brexit. C'est mal pour l'économie, c'est mal pour la société. Je reçois presque 20 emails par jour des citoyens européens en Écosse, les citoyens britanniques en France ou en Espagne. Il y a presque 5 millions de gens maintenant qui ont peur pour l'avenir, ont peur pour leur statut européen, leur droit de rester ici ou chez nous. C'est triste, il n'y a pas une bonne nouvelle. La question d'indépendance, oui, la météo a changé. Beaucoup de gens écossais, beaucoup de gens en Écosse pensaient dur sur cette question. Je pense à l'avenir, c'est une question un choix entre deux unions, l'union avec Grande-Bretagne et Brexit, ou l'Union européenne. Alors on en parle, je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, de regarder un extrait d'un discours important de Nicola Sturgeon, donc la chef du gouvernement à Édimbourg. C'était le 13 mars dernier et elle annonçait son souhait d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Doing nothing at this stage, in many ways the easiest thing for me to do, would mean letting Scotland drift through the next 2 years with our fingers crossed, simply hoping for the best. And of course, I do hope for the best. I want the UK to get a good deal from the EU negotiations. That is clearly in Scotland's interests as well as in the interests of our friends in other parts of the UK. But I am far from alone in fearing a bad deal or indeed no deal. Nor am I alone in fearing that even a so-called good deal will be significantly inferior to membership of the single market. The problem with doing nothing now is that by the time these fears are realised, it will be too late for Scotland to choose a different path before the damage is done. That would not be right or fair. Whatever path we take, it should be one decided by us, not for us. Alors, il y a une question, Eileen Smith, qu'on se pose quand on entend Nicola Sturgeon, c'est elle veut organiser ce référendum et elle a le soutien du Parlement régional, du Parlement d'Écosse. Maintenant, il faut que Londres donne son feu vert. Est-ce que vous êtes sûr que Londres va accepter de vous laisser organiser ce nouveau référendum ? C'est absolument clair. Nous avons un mandat pour organiser le référendum. Et ce n'est pas juste sur la question d'indépendance, c'est sur le Brexit. C'est un choix avec la réalité du Brexit ou l'indépendance. Alors, tous les deux évoluent maintenant. Alors, c'est la seule option sur la table maintenant pour garder nos droits. Vous ne pensez pas que c'est possible que Londres dise on ne va pas organiser, c'est pas le moment, ça va créer trop d'incertitudes, on est déjà lancé dans des négociations qui vont durer des années sur le Brexit, on ne peut pas gérer ça en même temps? Ça, c'est une question pour négociation. Theresa May a dit ce n'est pas le moment maintenant. Elle n'a pas dit non. Alors, c'est bien clair qu'elle veut que nous restions tranquilles quand elle fait le Brexit. Mais non, nous sommes le Parti national écossais. Nous avons le soutien de notre Parlement national chez nous. Alors, aussi, nous avons, dans notre manifesto pour la dernière élection écossaise, nous avons prévu exactement cette situation. Malheureusement, nous sommes là maintenant. Oui. Les gens écossais sont absolument en arrière de nous. Alors, il y a un calendrier déjà. Si jamais vous le voyez quand ce référendum, en fait, ça se passerait quand? C'est fluide. Il faut peut-être rappeler aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a pour l'instant les négociations du Brexit qui commencent maintenant. Elles vont durer 2 ans. Mais en gros, ça va être 18 mois, 1 an et demi de vraies négociations. Et ensuite, il y aura les votes au Parlement européen, au Parlement de Westminster. Et donc, en gros, on en a jusqu'à octobre 2018 pour les vraies négociations. Vous, votre référendum, vous l'imaginez quand? Nous avons pas un calendrier spécifique maintenant, mais nous avons promis un choix entre les réalités du Brexit, quand les réalités sont claires, quand les détails sont agréés. Et l'indépendance. Alors, nous travaillons sur tous les deux. Alors, j'espère nous organiserons le référendum quand nous restons européens.
alors c'est une question de rester dans l'Union européenne, ce n'est pas une question de quitter puis accéder. Donc votre idée, c'est de... Donc avant les 2 ans, il faudrait que ça ait lieu avant mi-2019, quoi. C'est notre première ligne, oui. Mais il y a une flexibilité, bien sûr. Et ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que votre envie, est-ce que vous pouvez faire encore marche arrière si Theresa May négocie un Brexit soft, un Brexit doux, ou je ne sais pas comment vous... Enfin, en tout cas, un Brexit moins ambitieux que ce qu'elle a annoncé. Est-ce que vous feriez marche arrière et retirer le principe du référendum? Possiblement, c'est possible. Toutes les options sont sur la table. D'accord. Nous avons fait beaucoup de propositions pour un compromis. Comme j'ai dit, c'est possible de quitter l'Union européenne, mais rester dans l'espace économique européen, garder les 4 libertés. C'est important pour nous. Liberté de circulation des personnes, des biens, des services, etc. Exact. Alors nous pouvons quitter l'Union. L'option Norvège, ils sont dans l'espace économique européen. Islande aussi, notre proche voisin. Une des propositions fortes de Nicola Sturgeon, c'était de dire, dans le Brexit, on pourrait négocier un cas particulier pour l'Écosse et que l'Écosse garde un accès au marché unique européen, mais pas le reste du pays. Oui, c'est une autre option que nous avons proposée. C'est possible pour le Royaume-Uni en bloc de rester dans l'espace économique européen. Aussi, Politiquement, pour les conservateurs, je pense que ce n'est pas possible. Mais les Européens disent non. Oui, c'est aussi, Theresa May a dit non aussi. Oui, mais les Européens disent on ne peut pas dissocier les libertés. Mais on doit rappeler que le processus, ça vient de commencer. Oui. 2 ans, a week is a long time in politics. 2 ans, c'est une très longue duration. Ok. Juste, on parle très peu souvent des sondages à Mediapart, c'est pas trop notre truc. Ah ouais. Mais de fait, en regardant quand même les sondages qui circulent dans la presse britannique, s'il y a un référendum sur l'indépendance, les sondages ne sont pas très bons. Il n'y aurait pas en ce moment une majorité pour l'indépendance. Et beaucoup disent, il y a déjà eu un premier échec, donc il faut dire qu'il y avait eu un référendum en 2015, si je ne me trompe pas. 2014. 2014. Ouais. Vous l'aviez perdu une première fois. Le chef du gouvernement écossais, Alex Salmond, avait démissionné dans la foulée. Ouais. Et donc c'est un peu votre dernière chance cette fois-ci, non? Donc est-ce que vous êtes si sûr de l'emporter maintenant? C'est une option. L'avenir, c'est pas clair. Mais vous êtes très confiant là-dessus parce que les sondages disent vous n'avez pas de majorité. Le dernier sondage, c'est 50-50. Ouais. Et nous n'avons pas fait une campagne encore. Ouais. Le Brexit, c'est changer la météo. Alors, nous avons toutes les options sur la table de garder nos intérêts européens. D'accord. Et l'indépendance, c'est une option. Mais il y a des autres options aussi. Et nous sommes prêts à négocier avec les Britanniques pour trouver une solution. Je pense que Theresa May a besoin de notre aide pour trouver une solution. Alors, l'indépendance est sur la table. Mais la Grande-Bretagne, c'est un désastre maintenant, parce que nous avons notre situation en Écosse. Il y a aussi l'Irlande du Nord, et c'est très dur là. Le prospect d'une frontière entre le nord et le sud d'Irlande, c'est grave, c'est très sérieux. La situation de Gibraltar aussi, avec l'Espagne, c'est donc Gibraltar, qui est un territoire britannique collé à l'Andalousie espagnole, oui. Et les Espagnols espèrent des négociations du Brexit de récupérer leur autorité sur ce territoire, ce qui est aussi un des gros problèmes en cours. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans l'air maintenant, et nous avons absolument, nous sommes pragmatiques, nous sommes démocrates. Nous avons perdu l'indépendance, le référendum sur l'indépendance il y a juste 3 ans. Oui. Mais c'est fraîche dans les mémoires. Et vous ne l'avez pas perdu, c'était 45%, hein, donc 45-55. Ouais. Donc vous l'avez quand même perdu largement. Oui, mais... Le Brexit mais c'était 45, ce n'est pas un petit chiffre. Ouais. Ce n'est pas une majorité, bien sûr, mais ça reste vivant chez nous. Et la question de Brexit, comme j'ai dit, c'est changer beaucoup de suppositions sur la réalité écossaise. Brexit, c'est mal pour notre société, c'est mal pour l'économie. Alors, nous voulons rester dans le cadre européen. Et si c'est une question d'indépendance pour faire ça, c'est sur la table. Alors, je voudrais maintenant qu'on en vienne à ce parti national écossais que vous représentez. En fait, on connaît plutôt le Parti travailliste à Londres, les conservateurs, les Tories de Theresa May, les Lib Dem
toujours à Londres, mais on connaît moins ce parti écossais. Alors, je me renseignais un peu, j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Vous êtes quand même, donc vous avez 56 des 59 sièges à Westminster pour les sièges écossais, des députés écossais. Donc c'est quand même une suprématie quasiment totale à Londres. C'est presque Corée du Nord. Hein. Oui, c'est assez impressionnant. C'est un bon résultat. Vous êtes au pouvoir depuis 2007 et vous êtes aussi, par le nombre d'adhérents, le 3e plus grand parti du Royaume-Uni, alors que l'Écosse ne fait que 10% de la population. Ouais. Donc, donc vous revendiquez de gauche, écologiste, absolument, si je ne me trompe pas. Ouais. Et alors, un point important pour vous, c'est que vous êtes un parti national et non nationaliste. Peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer ça pour présenter un peu votre formation ? Oui, nous sommes un peu spécifiques chez nous. La langue anglaise, il n'existe un autre nom pour notre parti, mais je veux que mon pays soit indépendant, mais je ne suis pas nationaliste. Ce n'est pas mon politique. Dans le Parlement européen, je travaille avec les Verts. Je suis un député vert avec le groupe là. Nous sommes de gauche, comme tu dis. C'est clair que notre politique, ce n'est pas nationaliste. Notre définition d'Écossais, c'est si on habite en Écosse, voilà. Alors pourtant, en France, quand on est indépendantiste, on se dit c'est pour reconstruire des frontières, et donc c'est un repli sur soi. Donc pourquoi vous avez besoin de... Comment vous faites pour ne pas être nationaliste tout en étant indépendantiste? Expliquez-nous. Oui, exact. C'est une question d'être dans toutes les familles de nations, l'Union européenne, l'OTAN, les Nations unies, mais parler avec notre voix. Si nous sommes représentés par Boris Johnson, Theresa May, le ministre des Affaires étrangères britannique. Oui. Mais absolument, presque tous les sièges d'Écosse à Westminster, c'est à nous. Mais alors, il y a un disconnect maintenant entre les Mais par exemple, en termes de écossais. Politique étrangère, les idées de l'Écosse ne sont pas les mêmes que les idées à Londres, c'est ça? Sur l'avenir, sur les guerres en Irak ou sur la manière de combattre. C'est ça que vous voulez dire? Sur les questions de diplomatie, par exemple, vous sentez les choses différemment? Un pays de 5 millions de gens est différent qu'un pays comme Grande-Bretagne. Nous voulons travailler ensemble dans le système européen, dans l'Union européenne. Federica Mogherini, comme le représentant pour les affaires étrangères, de l'Union européenne, elle est super. Je veux travailler avec Irlande, Danemark, la Suède, la Finlande. Petit pays du nord de l'Europe. En Écosse, nous sommes absolument dans cet spectrum. Alors, nous avons un différent avis sur la question. Aussi, c'est une question de pouvoir faire des changements chez nous. Il y a beaucoup de choses super avec l'Écosse, mais nous avons aussi le besoin de faire beaucoup de changements chez nous. Nous avons besoin de le pouvoir. Ouais. Et alors, souvent on dit, vous dites, notre modèle économique, il est en partie lié au fait que vous avez du pétrole. En même temps, on sait que les cours du pétrole là, ont chuté. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais en fait votre modèle économique est inexistant et si vous faites l'indépendance, au contraire vous allez vous ne pourrez pas mener des politiques sociales, des politiques de développement, et au contraire vous devrez faire de la rigueur et de l'austérité. Nous avons beaucoup de pétrole et de gaz aussi, mais ce n'est pas la base d'économie écossaise. C'est un bonus, c'est un avantage. Nous avons le biotech, les finances. Édimbourg, c'est un grand centre financier. Les services financiers. Oui. Beaucoup de choses comme ça. Indépendants, nous serons un pays contributeur pour l'Union européenne, le budget européen. Nous sommes riches. Nous sommes un petit pays riche avec beaucoup de ressources, beaucoup de poissons dans la mer, un grand territoire maritime, beaucoup de ressources sur l'énergie renouvelable aussi. Nous sommes en train de... quelques-uns, nous serons 100% renouvelables chez nous. Alors, nous sommes un grand exporteur d'énergie avec le gaz, le pétrole, le renouvelable. Nous avons beaucoup d'avantages. La base économique, c'est un bien fond.
Mais parce que je lisais quand même des responsables du Parti travailliste écossais ou même des conservateurs écossais. Il y a Ruth Davidson qui est un peu la figure d'opposition et qui, elle, donc, est une alliée de Theresa May et qui est contre l'indépendance. Elle disait, mais en fait, vous devriez prendre votre énergie plutôt que faire l'indépendance à régler les questions de santé, d'éducation, etc., qui sont voilà, tout aussi urgentes. Elle dit ça, oui. Et pourquoi c'est l'urgence? Pourquoi l'urgence? Pourquoi la priorité, c'est l'indépendance plutôt? Non, nous sommes le gouvernement écossais, nous avons tous les ministères. Dans les sondages, nous avons 52% dans les sondages maintenant, alors nous sommes populaires aussi. Alors nous faisons le day job, mais aussi nous avons une perspective que nous pouvons faire beaucoup de choses mieux en Écosse indépendant. Oui. Et ça, maintenant avec Brexit, c'est encore sur la table. D'accord. Juste, je pense, j'avais regardé en détail les résultats du vote du Brexit en Écosse, et on se rendait compte quand même qu'une partie des gens de votre électorat, du SNP, a voté pour le Brexit. On estimait, alors je ne sais pas si vous allez me confirmer ça, qu'il y a quand même un tiers de votre électorat, le plus populaire, qui n'a pas suivi et qui a voté lui aussi pour le Brexit. Est-ce que ça, c'est pas quand même une alerte? Et c'est aussi la preuve, parce que vous avez un discours très pro-européen, vous êtes convaincu de l'appartenance de l'Écosse à l'Union européenne, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas, en Écosse comme ailleurs, un décrochage des classes populaires avec le projet européen, parce qu'il y a des inégalités, des politiques d'austérité, etc. Et ça vous inquiète pas, par exemple, le fait que vous ayez un tiers de votre électorat qui votait Brexit? Oh, absolument, et nous travaillons sur ça. C'était pas 100%, c'est clair, mais dans toutes nos régions, toutes les îles, toutes les cités, toutes les campagnes, nous avons voté en grande majorité, 62, pour rester européens. Mais il y a des autres voix, les autres avis, bien sûr. Alors, c'est une négociation, nous devons discuter sur ça. S'il y a des gens qui sont en faveur d'indépendance, mais contre l'Union européenne, c'est une discussion. Et beaucoup de gens qui ont voté pour quitter l'Union européenne, c'était sur la question des politiques de pêche. Chez nous, c'est une grande industrie, bien sûr. Les politiques pêche commune, ce n'est pas une bonne politique. Nous avons besoin de beaucoup de réformes sur cette politique. Et comme un pays indépendant, nous pouvons faire cette discussion. C'est une discussion vivante chez nous maintenant. Mais au sein du parti aussi? Oui. D'accord. Oui. Mais par exemple, vous disiez en commençant l'entretien que vous vouliez un accès, même un free trade agreement, un accord de libre-échange, par exemple Écosse-Union européenne, c'est des solutions qui vous intéressent. Est-ce que vous êtes critique de l'austérité menée par Bruxelles, mais est-ce que vous êtes critique aussi, par exemple, des accords commerciaux qui sont conclus? Par exemple, on a beaucoup parlé du CETA, du TTIP ou TAFTA, avec les États-Unis, avec le Canada. Est-ce que ça, c'est des politiques qui vous intéressent, comme le reste du Royaume-Uni, ou alors vous êtes critique de ça aussi? Oui, j'ai pas voté pour CETA, j'ai voté contre, mais on doit rester dans la Chambre. Si le Brexit, c'est de quitter la Chambre, c'est de quitter les négociations, quitter les discussions. Je veux être dans la discussion. Pour peser. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur la question d'Écosse, dans le cadre européen. Brexit, c'est de quitter la Chambre. Alors, il y a beaucoup de choses que nous devons changer à l'Europe. J'ai parlé dans le March for l'Europe. Ça, c'était aux 60 ans de l'Union européenne à Rome, fin mars. Exact. Et dans mon discours, là, j'ai dit il y a un disconnect partout entre l'Union européenne et les citoyens. Et nous devons travailler sur ça. Nous devons faire beaucoup plus proche les questions européennes et les questions domestiques. L'Europe, c'est toujours un peu étrangère. C'est toujours païen. Alors, nous devons travailler sur ça. Le dommage que nous prévoyons, maintenant, c'est l'Écosse sont quittées, volées par cette question. D'accord. Du coup, j'ai envie de vous poser quelques questions sur aussi la crise européenne. On pense forcément, quand on parle des indépendantismes en Europe, il y a aussi la Catalogne en Espagne. Est-ce que, qui est plutôt un facteur aussi à Bruxelles, pour beaucoup, mais pas pour tout le monde, un facteur d'inquiétude. Est-ce que vous, par exemple le SNP qui est un parti de gauche, vous vous sentez proche de certaines des revendications de la Catalogne indépendante ou pas du tout? Comment vous voyez les choses?
Nous suivons la question en Catalogne avec beaucoup d'intérêt, bien sûr. Les questions d'indépendance de Catalogne, c'est totalement différent de chez nous. Les histoires sont différentes. Notre traité de l'Union, nous étions un pays indépendant pour 900 oui, c'est ça. Avec l'Angleterre, nous étions un pays indépendant pour 900 ans avant de faire Grande-Bretagne. Alors la question catalane... Bon, la Catalogne, il revendique aussi un passé glorieux. Hein. Oui. Voilà, les politiques, c'est différent. Je vois honnêtement pas en grande ligne, en grande connexion. Même pour les... Alors, c'est vrai que le parti nationaliste de droite, pour l'appeler comme ça, Convergencia, est plutôt... Donc c'est un vrai parti de droite qui porte l'indépendance de la Catalogne. Mais il y a aussi des figures, et en plus des femmes, donc c'est pas sans rappeler Nicola Sturgeon à Édimbourg, votre leader, comme Ada Colau, la maire de Barcelone. Alors elle n'est pas indépendantiste tout à fait, mais elle défend le droit à décider des Catalans, l'organisation d'un référendum. Il y avait eu un vrai faux référendum organisé en Catalogne en 2012. Elle avait voté pour l'indépendance à ce moment-là. Et on a l'impression, et elle aussi, a un discours très pro-européen en disant que la sortie de crise passe par l'échelle de la Catalogne, mais aussi l'échelle européenne. Il y a quand même des similitudes, non, entre les deux, entre ces deux démarches? Oui, bien sûr, mais la base démocratique et politique, c'est différent. Chez nous, c'est une question de prendre le traité de l'Union, et puis alors, c'était l'histoire, mais ce n'est pas l'avenir. Vous dites ce traité, il a 300 ans et on n'en veut plus, quoi. Oui, ça, voilà. Ça a duré 300 ans. Ça, c'est la base légale sur cette question d'indépendance écossaise. En Catalogne, c'est une question différente. Il y a la constitution espagnole, le territoire d'Espagne, c'est le territoire. Alors, les questions sont, je dois dire, absolument différentes. Oui, vous ne voulez pas... D'accord, vous en faites pas des questions liées. Il n'est pas du tout un domino effect. Nous sommes absolument sui generis. Vous dites que c'est un cas très particulier, l'Écosse. Oui, voilà. Parce que c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a justement, c'était ma question, un risque... On a très peur d'une fragmentation et d'une fin de l'Europe qui refait des frontières partout, avec un risque d'un effet domino, justement. Oui, et c'est pour ça que ça va être compliqué de négocier une Écosse à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est pour ça que nous sommes absolument clairs. Nous ne créons absolument pas un précédent dans les lois européennes. Il n'y a pas un droit dans la loi européenne pour être indépendant ou devenir un membre de l'Union européenne. Alors, nous sommes totalement sui generis, légalement, politiquement, et si nous voterons pour l'indépendance, ce n'est pas un précédent pour les autres pays. D'accord. Juste une dernière chose, et d'ailleurs je précise que vous parlez un français très bon que vous avez appris en partie à Orléans, c'est ça? Parce que vous avez travaillé là-bas quelques temps. Juste, est-ce que vous suivez, je suis un peu obligé de vous poser cette question pour terminer, la campagne française qui est aussi importante pour l'avenir de l'Union européenne et la crise du projet européen. Quel regard en tant que écossais, indépendantiste écossais, vous portez un peu sur des débats où il y a aussi des partis... nous suivons le débat, nous suivons la campagne avec un grand intérêt. Marine Le Pen, elle est une députée européenne avec moi dans la Chambre à Strasbourg. Mais la politique nationaliste en France, c'est moche, à mon avis. C'est contre les intérêts français. Nous travaillons avec les Verts, alors Yannick Jadot, je connais bien. Il est bien sûr retiré et il soutient Hamon. Nous sommes neutrales dans les questions, mais nous suivons avec grand intérêt. L'élection du président de la France, c'est une grande question pour l'Europe. Mais il y a plusieurs types de gauche qui se présentent. Ça, vous dites, vous soutenez pas plus Benoît Hamon que Jean-Luc Mélenchon, que d'autres. Vous ne faites pas de choix. Nous n'avons pas une position de soutien à un spécifique candidat. Mais j'espère dans l'élection, les gens écossais, le peuple français va gagner. Oui, ok. Merci beaucoup, Eileen Smith, pour cet entretien. On continuera à suivre le feuilleton écossais dans les mois à venir sur Mediapart. À bientôt.